Bonjour, je m'appelle Maxime Chex, Denis Robert. Donc, vous avez partagé un article d'Arrêt sur Image qui explique en fait la polémique qu'il y a entre Wikileaks d'un côté et le consortium international des journalistes qui a révélé les Panama Papers. En gros, Wikileaks accuse cette organisation-là, tous ces journalistes-là qui représentent des dizaines de journaux dans le monde, d'être financés par l'USAID, qui est connu par certains comme un paravent de la CIA, enfin des services américains, ou du département d'État, comme il y a aussi l'Open Society de George Soros. Est-ce que vous pensez que finalement, même s'il faut se réjouir quand même des révélations des Panama Papers, qui peuvent créer un choc mondial dans l'opinion publique et susciter l'activisme des citoyens, mais est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être pas aussi une volonté d'influence ou un manque de neutralité selon le journal Le Monde, il y a quand même seulement 211 Américains cités sur, je crois, 11 millions de documents. Sur le lobbying bancaire, à Bruxelles, il y a 300 lobbyistes ou associations de lobbyistes qui sont liés aux banques. Et il y a un seul lobby anti-bancaire qui s'appelle Finance Watch. Et donc, il y a en fait, c'est un enjeu de pouvoir considérable, Bruxelles. Et dans dès qu'il y a des lois qui peuvent nuire aux banques, vous avez des retournements d'alliance, vous avez des choses assez troublantes qui se passent à l'intérieur de Bruxelles. Il y a des tas d'exemples. Quand on a essayé de lancer une commission d'enquête sur Bruxelles, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le lobby bancaire, mais ça veut dire des types qui vont voir des eurodéputés, qui expliquent pourquoi c'est pas possible, que ça peut détruire des emplois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long là, mais ils sont très habiles et très puissants pour ça. Et l'autre exemple où on les a vus à l'œuvre et qui est quand même assez terrible, c'est l'affaire LuxLeaks, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'initiative d'eurodéputés écologistes, je vous le fais court, mais il était évident devant l'émoi qu'avait suscité la publication des rapports, des tax ruling, de ce que faisaient les luxembourgeois, cette espèce de vol manifeste qui était. Donc il y avait un gros mouvement d'opinion, donc tout le monde pensait que l'initiative écologiste allait passer et qu'il y aurait une véritable commission d'enquête. C'est très important d'avoir une commission d'enquête à Bruxelles parce que ça a des moyens coercitifs, ils peuvent obliger les patrons de banque. Ça. Ensuite, s'il y a des ouvertures d'informations, il y a des mises en examen, etc. Donc c'est pas n'importe quoi une commission d'enquête. Et nous, avec Clearstream, on n'y était pas arrivé. Mais là, les observateurs avisés, les gens que j'avais au téléphone, pensaient qu'avec LuxLeaks, ça allait passer. Or, ça n'est pas passé. Il y a eu un travail des lobbyistes bancaires, mais entre autres, qui ont réussi ce qui n'est pas un miracle, mais qui est un jeu d'influence, et à changer la majorité. Et c'est les socialistes français qui, à un moment, ont basculé avec Bernès, enfin, vous voyez, je veux dire, Pervenche Bernet, qui était la présidente, et qui, à un moment donné, elle s'est expliquée là-dessus, elle a dit plutôt, parce qu'ils ont transformé la commission d'enquête en une commission d'enquête parlementaire, en une mission d'information parlementaire, avec quand même des moyens, et à un moment donné, Juncker, parce que en fait c'était Juncker qui... Le Juncker allait sauter, quoi. Et donc, ils sont tous réunis, et les socialistes français, et parce que là, ça s'est joué entre Merkel et Hollande, et ils ont décidé, c'est à ce niveau-là que ça s'est joué. Donc les banques, tous ces gens-là, et c'est un moment très particulier parce que c'est là où on n'a plus confiance, c'est là où on se dit voilà, et il y aura pas d'enquête véritable sur LuxLeaks. Donc il y a eu un premier rapport qui a été donné mais qui est pas satisfaisant, et là l'enquête continue, quoi. Mais le temps passant, on n'y croit plus. Donc c'est la force des lobbies et c'est la force des banques qui permettent ça, quoi. Sur la deuxième truc, oui, si vous voulez, sur les Panama Papers, je suis à la fois réjoui et content que ça sorte, on en parle, etc. Mais c'est quand même assez troublant de voir qu'il y a très peu d'Américains, que les premiers noms qui sortent, c'est Balkany, Cahuzac. Il y a un côté gadget et on tire sur des ambulances et c'était pas très crédible. Mon sentiment, c'est que c'est pas clair, effectivement. Et quand j'ai lu le papier d'Assange et que j'ai vu que eux, en gros, leur thèse, c'est de dire que ça vient de l'administration d'Obama, que c'était un bon moyen, encore une fois, dans la guerre économique mondiale, qu'ils laissent sortir ces trucs-là. Et il y a des journalistes américains qui pensent la même chose. J'étais aux États-Unis il y a peu de temps, et ils trouvaient ça pas crédible. Voilà.
moi, j'en sais rien, j'ai pas enquêté là-dessus. Je vois aujourd'hui que Le Monde, quand même, c'est très... Je suis plutôt critique, mais en même temps, ils sortent aussi des noms de gros industriels qui ont créé ces Panamènes, etc. C'est évidemment insatisfaisant. Mon sentiment est qu'il y a effectivement une manipulation derrière tout ça. C'est pas très clair, ça sent pas très bon. Ceci dit, c'est quand même mieux que ça sorte. Mais il faut être vigilant là-dessus, quoi. Et je pense qu'on n'est pas à l'aube de nouvelles révélations. Et c'est vrai que le consortium est aidé par Soros. Après, sur cette histoire de CIA, je l'ai découvert moi aussi en lisant le papier d'Assange. En même temps, il n'y a pas vraiment de preuves non plus. Donc on est dans on voit bien, mais c'est toujours le problème de les informations qui sortent, surtout de cette nature-là, elles sortent pas par altruisme, où il y a toujours des types derrière qui essaient de régler des comptes. Voilà quoi. Donc je voulais juste compléter une chose. Oui. C'est il y a un auteur canadien qui s'appelle Peter Dale Scott qui a écrit un très bon ouvrage qui s'appelle The American War Machine sur les liens entre la CIA, le marché de la drogue, depuis les années 40, à l'après-guerre, jusqu'à très récemment. Et donc cet auteur, Peter Dale Scott, parle de ce qu'il appelle l'État profond américain, c'est-à-dire que le vrai véritable pouvoir n'est pas forcément celui d'Obama et son administration, mais est détenu par des personnages, des branches un peu qui restent, qui perdurent dans la vie américaine depuis l'assassinat de Kennedy à l'Iran-Contra, jusqu'aux années 90. Et donc si vous voulez lire cet ouvrage, il explique beaucoup de choses. Ouais, je peux dire un mot parce que moi je l'ai lu, enfin je l'ai lu en grande partie. Et il avait la réputation d'être conspirationniste. Il était très critiqué autour de la question du 11 septembre, etc. En fait, je pense pas du tout. Je pense que c'est un mauvais procès qu'on lui fait et c'est très surprenant ce bouquin. Il en a écrit d'autres. C'est un vieux monsieur qui doit avoir 85 ou 86 ans. C'est un vieux diplomate canadien, 85 ans. Et c'est vachement intéressant. Oui, alors sur la question des principes, est-ce que c'est suffisant ou pas? Il faut des principes, à mon avis. Mais avec mon avis, il faut placer l'homme au centre de l'économie, c'est essentiel. Parce que vous savez, on dit, voilà, c'est bon pour l'économie de ce pays, mais les gens souffrent. Mais ça n'a aucun sens. Vous savez, on dit en médecine, l'opération a réussi, mais le malade est mort. Donc là, il faut placer l'homme au cœur de l'économie. Ça, c'est un principe. Après ça, vous avez raison, à savoir comment ça se décline. Donc moi, j'ai donné des exemples, vous en avez d'autres. Moi, j'ai fait ça de manière constructive. Pas parfait, mais les principes, il ne faut pas les décliner sur des milliers de pages. Il faut que ça soit décliné sur peu de pages. Comme ça laisse... comme ça, la porte se referme en termes de problèmes liés aux détails. Il y a moins de détails. Quand j'ai parlé de la microtaxe, c'est pas besoin de milliers de pages. Ça se fait en un paragraphe. Donc, c'est moins susceptible d'être manipulé. Il y a d'autres exemples comme cela. Les systèmes actuels de régulation tiennent BAL 3 sur 600 pages. C'est inapplicable. Il faut des textes courts, clairs et simples que tout le monde puisse comprendre et appliquer. Maintenant, sur la question des lobbies, les lobbies bancaires, comment ça se passe? Ça se passe très bien pour ces lobbies, pour répondre rapidement. Est-ce qu'ils arrivent à imposer leur point de vue? Alors, vous avez cité Finance Watch, oui, c'est un exemple intéressant. Des parlementaires allemands et français, de gauche comme de droite, il y a environ une dizaine d'années, ont remarqué que dans la plupart des secteurs énergétiques, par exemple, ou dans le domaine de la médecine, de la santé, il y avait plusieurs lobbies avec des opinions différentes, ce qui est positif pour la démocratie. Dans le domaine financier, à Bruxelles, il n'en avait qu'un seul, vous savez lequel. Donc ils ont décidé de créer, de financer, en tout cas au début, Finance Watch, avec des moyens limités. Ils émettent des rapports très intéressants. Je vous conseille d'aller voir leur site informatique. Vous trouverez beaucoup d'éléments, beaucoup d'arguments. Finance Watch. Et, finalement, oui, la question ne m'était pas destinée, mais juste un point concernant les Panama Papers. Pourquoi certains noms n'apparaissent pas? Autant que je sache, la société Fonseca est une société parmi d'autres. Donc il faudra peut-être attendre que d'autres sociétés qui font le même travail que Fonseca au Panama, bien que des informations soient livrées pour les autres sociétés. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'imagine qu'il manque des noms.